cadre de ce cycle qui s'appelle Écrivains présents, que nous avons initié il y a quelques années. Et comme son nom l'indique, il s'agit de garder à l'esprit que la littérature s'écrit au présent, mais aussi de se rendre présent à elle. Et je constate qu'une fois de plus, c'est le cas, et que malgré ces difficultés logistiques, il y a de nombreux étudiants ici, dont je salue la présence, mais aussi un public extérieur. Je crois que ce n'est pas sans lien avec le partenariat avec le service culturel que nous avons noué pour cette rencontre d'aujourd'hui. Donc ce cycle Écrivains présents, nous l'avons initié il y a quelques années. Nous avons reçu les saisons dernières Emmanuel Pirer, Lydie Salver, auparavant des écrivains comme Charles Julier, Valère Novarina, Nathalie Quintane, et nous sommes très heureux, très honorés qu'Edith Azam aujourd'hui ait accepté notre invitation. Ces rencontres, nous les organisons dans le cadre de l'équipe Marge que dirige Gilles Bonnet et avec le soutien du département de lettres, de la faculté des lettres et, comme je l'indiquais à l'instant, aujourd'hui avec le soutien du service culturel. Et je tiens à remercier ici Christian Nicolas, qui est le chargé de mission aux affaires culturelles dans cette université, ainsi que France Laredo, qui est responsable du service culturel. Et ce partenariat est noué aussi avec l'Espace Pandora, une association qui a pour objet la promotion, la diffusion de la littérature contemporaine dans la région, la littérature contemporaine et en particulier la poésie. Et je tiens à remercier en particulier le directeur de l'Espace Pandora, Thierry Renard. Ces remerciements ne seraient pas complets si je ne mentionnais pas Frédéric Lozanorio, qui est ingénieur auprès de l'équipe Marge et qui rend toutes ces rencontres et la diffusion de l'information et l'organisation très pratique de ces journées possibles. J'évoquais ce partenariat avec le service culturel, c'est lui aujourd'hui qui nous permet de recevoir Edith Azam. Les autres fois, nous le faisions grâce à un très beau programme porté par la Maison des écrivains et de la littérature. Ce programme qui existe depuis très longtemps est celui que porte la Maison donc, des écrivains et de la littérature, et il s'appelle Le temps des écrivains avec les grandes écoles et les universités. Ce programme, aujourd'hui, est remis en cause dans son existence même parce que la MEL, la Maison des écrivains, passe sous la tutelle de la direction régionale d'Île-de-France, et donc les programmes nationaux et les actions en dehors de l'Île-de-France sont aujourd'hui remises en cause, ce qui nous inquiète, ce qui nous alarme. Et nous souhaitons vivement, je voudrais le dire aujourd'hui publiquement, qu'une solution soit trouvée à cette décision vraiment très dommageable. Je vais bientôt laisser la parole, mais j'indique déjà que je crois que c'est grâce à cette convention avec la MEL que nous allons recevoir même endroit, donc j'espère que vous l'avez bien noté et comment le rejoindre. Même heure, le 21 mars, nous recevrons toujours dans le cadre du cycle Écrivains présents Jean-Charles Macérat, et le 4 avril, Noémie Lefebvre. Mais pour l'heure, je remercie encore Edith Azam d'avoir accepté cette invitation, et selon un rituel que nous avons instauré il y a quelque temps et dont nous nous réjouissons à chaque fois, cette rencontre va être animée par des étudiants de master. Et je vais donc tout de suite laisser la parole à Michael Fropier, Axel Marchesi, Céline Mercier, Julia Robert et Kylian Singler. Et puis, dans un premier temps, c'est à vous, Julia, je crois que je laisse la parole. Merci. Bonjour. Donc nous, je veux dire Axel, Michael, Céline, Kylian et moi, sommes tout d'abord très heureuses et heureux de pouvoir animer, mener, guider, étayer, impulser, délivrer cette rencontre entre nous et vous autour de l'écriture d'Edith Azam. Nous remercions le Centre de recherche Marge, qui, je vous le rappelle, est le meilleur centre de recherche du monde, et Benoît Auclair pour la confiance qu'il nous accorde. Merci à vous tous d'être présents
pour écouter cette rencontre autour de l'univers poétique d'Edith Azam, et merci à vous, Edith, d'être présente parmi nous et d'accepter de répondre à nos questions. Donc, je vais commencer la rencontre par une présentation de la diversité de l'œuvre de l'autrice. Donc, vous êtes l'autrice de plus d'une vingtaine de textes, en passant par des textes en prose, comme Descendre Massigu, Caméra, On sait l'autre, des nouvelles, Tellement belle garçon belle, L'écharpe douce aux yeux de soie, des recueils poétiques, Rupture, Mercure, du poème dans la tête, publié avec 38 de vos dessins, jusqu'aux performances sonores comme Amor Barricade à mort. Vous effectuez aussi de nombreuses lectures publiques, dans des festivals de poésie, notamment à l'Odège, Limoux, Carcassonne, Valrogue, Pau et au marché de la poésie à Paris. Durant plusieurs années, vous êtes aussi conseillère lecture-performance du festival Voix de la Méditerranée de l'Odève. Votre diversité générique s'accompagne d'une diversité de lieux d'édition. POL, Al dente, L'Atelier d'Agneau, Dernier Télégramme, Friction Esthétique, Gros Texte, Bellio, Lanskin, Édition du Soir au Matin, Pas vu pas pris, Inventaire Invention, La Dragonne, Au coin de la rue de l'enfer. Vous travaillez souvent en collaboration, soit avec des écrivains comme Sophie Mamère, Jacques Penquin, Jean-Christophe Delvaux, ou des artistes plasticiens. Nous retrouvons les dessins d'Edith Gueuset dans Tellement belle garçon belle, les peintures d'Élise Men dans Vous l'appelez rivière, et en couverture de Bel Échec, ainsi que les gravures d'Odile Ligier dans Le temps si long. Donc les images fonctionnent avec les textes et font résonner les mots et permettent un autre point de vue du lecteur. Enfin, apparaît une collaboration avec la photographe Lisa Ricotti, qui découle d'une rencontre avec l'architecte Roland Carta et vous, d'une rencontre avec sa construction architecturale, la salle de spectacle du Soulot à Grain d'Arrinck, surplombant le port de Marseille et vous. Cet édifice de béton vous inspire une réflexion poétique sur la notion du spectacle, sa capacité ou non à créer un lien, ce qui se donne à entendre sur scène et les spectateurs. Donc, dans sa diversité, votre travail repose sur une évidence du corps dans l'écriture. Vous vous situez à deux endroits d'écriture. Tout d'abord, le texte fait entendre au monde, et un monde plus particulièrement, un monde, un corps intérieur qui se crie, s'éructe, se dilite, pour parvenir à l'endroit du langage. Et puis, vous bifurquez ailleurs, dans d'autres travaux d'écriture, où le texte tente cette fois-ci de tracer une voie intérieure qui se construit par le corps. Pour finir cette présentation, je me permets de lire deux biographies que vous avez vous-même écrites. Je cite. Edith Azam est motorisée. Auteure, elle a horreur des biographies. Est née le 2, mais toute seule. Cela ne lui fait ni chaud ni froid. Elle est vraiment motorisée, en France et à l'étranger. Pour le reste, vivre dira toujours 1000 fois mieux ce qui m'autorise. Le deuxième. Edith Azam regarde son chien. Il fume une cigarette, lit un livre sur la mécanique des fluides. Edith Azam hausse un sourcil, se dit qu'il n'y comprendrait rien, qu'il doit sacrément s'ennuyer son chien, pour en être à lire des livres pareils, qu'il ferait franchement mieux de se faire comme elle, ronger son os. Et voilà. J'espère que votre chien bulle ne nous en voudra pas trop de parler de lui. Maintenant, je vais me permettre de vous laisser la parole à Edith Azam qui va vous lire deux extraits, donc un du recueil de poésie Rupture et l'autre du texte en prose On sait l'autre. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Alors, je vais lire la fin de On sait l'autre. Pour situer un peu l'histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui est chez lui. Donc, et là, il entend des pas sur le gravier, en tout cas, et il affabule ou rentre dans quelque chose d'assez halluciné, où il a l'impression que l'autre veut le dévorer. Dans ce livre, la figure des trois chevalots, c'est l'allégorie de tous les despotes qui sont actuellement en place, ou toutes les horreurs. C'est la seule chose qui les ait sauvés, cet homme-là, ce sont ses livres. Donc il se réfugie à la fin du bouquin dans sa chambre, avec une valise pleine d'extraits de livres dont il a arraché les pages dans sa bibliothèque pour sauver certaines phrases. Et la valise, bien sûr, suite à divers rebondissements, a été endommagée. Donc il se retrouve à côté de sa valise. Voilà.
On regarde la valise, elle est toute trouée. Dehors, les chevalots brisent le monde en trois, s'octroient tous les pouvoirs, balafrent les libertés tout aussi bien que le langage. On a froid, si froid, c'est la valise qui tremble. On ferme les yeux, on respire, une fois encore, on entend le battement dans l'air. Le bruit sourd et profond auquel nos cœurs adhèrent provient de là, des livres. Dans la pièce à côté, le crin-crin infernal recommence. On sait qu'il n'y a aucune solution. On n'échappera pas à son emprise, à l'autre. On voit bien qu'à présent, on ne peut plus sortir. On pense à s'évader, passer par la fenêtre. On regarde à travers les stores l'aurore se lever et l'autre qui nous mate à travers les yeux morts de trois chevaux minables. L'autre, tordu par le cynisme et cabré par la haine, menant à ses côtés toute une armée de porcs. On se dit, c'est fichu. On retourne s'asseoir sur le lit et cette fois, c'est la valise qui nous rassure. Elle nous prend la main. On réfléchit, on pense que tout ça, mourir, cela nous est égal. Mais la valise, on ne veut pas qu'elle ait mal, la valise. On ne veut pas qu'elle ait peur. Alors on l'ouvre avec lenteur, on soulève sans un bruit la coque. À l'intérieur, les livres respirent encore malgré les plaies. On prend la trousse de secours, on en sort l'aiguille et le fil, puis on prend les pages une à une et on se les coud sur le corps. On sait bien qu'à la fin, comme le cahier rescapé, ils passeront sous la peau. Ils nous feront du cœur encore. On coud, on raccommode les livres, on prend leurs blessures dans le corps afin qu'ils puissent être toujours lus. La peau brûle sous l'aiguille, mais à chaque point, on sourit. On voit les feuilles, les écritures se reformer intactes puis passer sous les pores. On reprise, on aiguille, on suture, on fait tout ce qu'on meurt pour qu'ils puissent survivre. L'horreur finit par entrer dans la chambre. On l'accueille, presque. On n'a plus rien à craindre. On a moins froid. On meurt, on se laisse mourir, tranquillement. Le corps était trop vieux pour supporter tout ça. On réfléchit. L'âge n'importe pas. On le sait. On sait bien, on n'était pas trop vieux. Non, c'était beaucoup plus beau. C'était beaucoup plus triste. On corrige la phrase et tout simplement, on était trop un homme pour supporter tout ça. On se recroqueville tout contre la valise, on pose la tête sur son épaule et la main sur sa joue, on caresse son front, on meurt, on lui parle tout bas et par amour, on meurt encore. Et les roulettes viennent chuchoter à nos oreilles. On sourit, c'est si doux. Elle nous parle tout bas. Et tout ce qu'on recueille, on le met au plus haut, on le place sur le cœur qui s'ouvre tout entier pour que s'écrive le langage, sur l'ultime aussi bien que le premier support qu'écrire et lire cherchent désespérément à atteindre. On meurt auprès de ceux qui ont toujours été là, qui seront là toujours. On meurt, on est à terre, on écoute les poètes, on écoute leur voix, le temps qui passe par leur souffle, venu de tout pays, marchant vers nulle part, on entend le murmure du monde, la mémoire de l'oubli, un long chant lancinant et qui s'élève et nous rehausse. Ils sont tous là, assis par terre, le dos au mur, à faire un feu avec la vie. Ils sont là, tous, à faire des flammes avec leurs mains, mettre des braises dans leur bouche et nous réchauffer le cœur. On est à terre et c'est la fin. On meurt du vertige des oiseaux. On meurt enfin, tout en rêvant, qu'une armée en furie baisse la tête devant une poignée de fous. Et je vais vous lire des poèmes issus de Mercure. Si je suis trop longue, il faut m'arrêter parce que le chronomètre... Alors les deux premiers, c'est pour Axel, qui les a aimés. Mon cher Julien, comment vas-tu ce soir qui tremble? Ce soir qui tremble, comment vas-tu? Ouvrir une écorce d'orange, poser les doigts sur la chair nue. C'est qui cette voix qui appelle? Peut-être dans la forêt, cette longue femme qui t'aime. Le vent dit que je lui ressemble, qu'elle t'attend depuis 1000 ans, qu'elle a les paumes des mains lisses. Je n'ai pas de ligne de vie. Mon cher Julien, j'ai un peu mal. Dedans ta voix, j'aimerais silence.
Dehors, des voix, et puis la nuit. J'ai séparé deux mondes, pour aboutir à quoi? Je regarde la mer, elle a un goût d'étoile. C'est bientôt pleine lune. Qui viendra me chercher? Mon cher Julien. Rien que regarder la lumière, l'instant de brisure extrême où se fracassent les étoiles et nos yeux de paille et de sang. Rien qu'une fois, juste une seule, que ton visage se relève, une fois juste frôler la brèche, oser me hisser jusqu'à toi. Rien qu'une fois juste, une fois jouir, dans la cambrure de ton regard, faire venir couteau sur chair, toucher le frisson pâle de tes os. Pensez à toi, ma sœur Cartouche. Pensez, je ne sais plus même quoi. Pensez l'obscurité qui tombe et qui n'a toujours fait que ça. J'ai été recouverte de lune, j'ai été happée par le vent, trop vite, trop fort, trop haut, étirée plus loin que moi-même. Et le sternum, pam, sœur Cartouche. Ma sœur Cartouche, aveuglément, aveuglément, et puis ton souffle, tout ton souffle dans mes poumons, qui me perfore le courage avec ses yeux, coupe-coupe, machette. Ma sœur Cartouche, au bord des lèvres, au bord, partout. Et puis la parole interdite, pour que ciel blanc, pour que silence. Au bord des tempes, les yeux crevés, ma sœur Cartouche, aveuglément. Comme ce ciel blanc que j'avale, ciel blanc, ma cervelle défaite. Pas le dire, pas dire quoi ça fait, pas le dire. Quoi fait ça, comment dire, c'est pas très le facile. Facile pas niveau chaussure. Pas facile très à dire quand ça fait tête niveau chaussure. Tête affolée, perdue, chaussure. Autour les ombres, sourire godasse. Cuir jauni, bien ciré et qui mord et salive. Cuir, la salive, odeur de merde, piétine. Tête affolée, tête perdue, tête chaos. Niveau du sol, c'est la survie. Oxygène archaïque, corps ramassé dans les poumons, odeur de merde, chaussures, cuir, écrase tête, trajectoire militaire, trajectoire mépris. À terre, en bloc, corps, hoquet pulmonaire, corps en survie, respiration sur socle alvéolaire, trachée, aspire le mépris. Chair, terre morte, craquée, fendue, tête, niveau, chaussure, dans poumon, aspiration, dans l'agonie. J'écris, mes paupières lisses, je tourmente le vent pour entendre sa voix. Je dis, j'ai mal à mon vide. Je retourne au désert pour chercher l'oasis. Sable, papier, tout coule entre mes doigts. J'ai même les mains qui transpirent. Je lis, bec dans le miroir. Je demande la joie comme un coup de sabot. Je plante un couteau aveugle. J'assassine la nuit et ses yeux me révulsent. Espace, temps. Un jour, je les tiendrai et je ris beaucoup, croyez-moi. Je cloue ma bouche au vampire. Je choisis les amants qui m'embrassent le cœur. J'avoue, les pleurs de ma mère. Je pleure un peu moins fort, je me casse les dents. Langue muette. La mort m'est si facile. J'ai besoin d'un peu de repos. Les cris entre les murs. Dans les cages d'escalier, le vent sur les affiches. Les tags, les jets de pierre. Énorme bruit, la mobilette. Sous l'abribus, personne. Le bus ne passe plus. Alcool derrière les fenêtres. Voiture dans le caniveau. Odeur de rance, dégueulasse. Les caves sous acide, gorge et sperme séchés. Les gamins sont shootés. Les filles font la pute. On pourrait bien faire quelque chose. On pourrait quelque chose, c'est sûr. Pourrait bien qu'on le fasse, le quelque chose, mais moi, je mets mes pantoufles. Les cris entre les murs. Moi, j'allume télévision. Dans les cages d'escalier, le vent sur les affiches. J'ouvre un paquet de Haribo. Les tags, les jets de pierre, énorme bruit, la mobilette.
Devant télé, je les mâchouille. Sous l'abribus, personne, le bus ne passe plus. Moi, devant télé, je bave, puis j'avale 12 haribots. Alcool derrière les fenêtres. Je maribotise la tête. Voiture dans le caniveau, odeur de rance, dégueulasse. Je compte mes boutons aux fesses. Les caves sous acide, gorge et sperme séchés. Je trouve que j'ai un beau cul. Les gamins sont shootés. Les filles font la pute. C'est l'heure de changer de chaîne. Un fou parle seul à ma place. Un fou parle seul à ma place. Il dit ce qu'il me manque à dire. Il parle haut et fort et ça me dévisage. Il parle haut et fort et moi, je le répète. Je répète ces mots mandibules. Je répète, je crache des os. Je répète, je crache des os. J'aggrave. Aggraver pousse les limites. L'incise est redoutable, parfaite la tremblance du manque à dire. Du manque à dire, du manque à dire me tient debout. Je tiens debout par le silence. Je hurle le cri blanc, la flèche. Je crispe le soleil dans mes mains. La ligne frontale traverse. Je répète les mots mandibules, les mots qui me disent tout moi, je les redis dans une mastication sauvage. Un fou parle seul, ça me brûle. Un fou parle seul et moi dedans je le répète et tout dans moi se craque et se dévisage. La cassure est du manque à dire, du manque à dire, du manque à dire me bouleverse. Je brûle dedans tête, derrière figure, ça fait un cri coup de bâton, un cri qui coupe à la brisure. Le cri d'un fou qui se brûlure, se douloureuse, il hurle le fou, il gueule, dedans tout moi un fou qui flambe, qui craque du manque partout. Du manque à dire, du manque à dire, du manque à dire. Merci beaucoup Edith Hazan pour cette magnifique lecture de vos œuvres. Merci encore. Je pense que c'était un moment très émouvant pour tous et aussi pour vous. Donc je vous remercie infiniment. Et pour débuter notre rencontre par une série de questions, j'aimerais soulever tout d'abord un des premiers jalons qui nous a marqués durant la lecture de vos œuvres, c'est-à-dire une diversité formelle. En effet, comme nous l'avons dit lors de la présentation d'ouverture de notre rencontre, nous avons relevé une diversité générique concernant votre œuvre, mais aussi une pluralité de lieux d'édition. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question qui pourrait éclaircir notre rapport immédiat à vos textes. Nous sommes souvent confrontés à une ambiguïté sur l'aspect générique de vos publications. En effet, lorsque nous lisons Décembre au Massigu, notre rapport au genre est brouillé, tant la voie qui narre semble nous plonger dans un roman existentiel, tandis que se déroule sous nos yeux un magnifique poème qui relate avec force l'univers de la douleur. De même, dans le synopsis de Caméra, visible sur le site de POL, vous dites vous-même, je cite, « C'est une fable, un roman, c'est un apologue ». Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rapport personnel à la notion de genre littéraire ? Je pense que je n'y pense pas. J'ai écrit par handicap peut-être. Je pars du principe qu'on est tous handicapés de la langue. Enfin, c'est pas si simple le langage en fait. Et que pour moi, à un moment, prendre la plume et poser des mots sur le papier, ça a dû être une urgence. Et si j'avais pensé écrire quelque chose, je pense que je me serais limitée. J'aurais dit je vais écrire de la poésie, parce que je me serais sentie incapable d'écrire plus long que même des haïkus, j'aurais dit. Parce que passer 3 vers, enfin, avoir une structure, ça m'est difficile. Et pour les récits que j'ai écrits chez POL, les récits sont venus d'un coup. En fait, je ne me pose pas la question de la forme au départ. J'ai l'impression que le travail se fait... il y a quelque chose à dire, ça s'exprime chez moi par la langue et cette chose elle sort avec tous les outils propres au langage et la forme née d'elle. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir un travail inconscient, je ne sais pas. C'est rétroactivement que je m'aperçois qu'il y a une forme en fait. C'est pas sur le... C'est pas tout de suite, je sais.
peut-être que maintenant je pourrais plus y penser, mais je pense que peut-être que pas mes meilleurs textes, mais ceux qui me touchent le plus et qui sont le plus justes de ce qu'est vivre, c'est peut-être ceux où je ne réfléchis pas trop. Où je ne me pose pas la question de livre, d'un projet. C'est pas si clair pour moi les choses. Non, mais merci énormément pour votre réponse qui est fort intéressante. Et ça nous permet d'ailleurs de vous poser une autre question. Puisque votre œuvre est prolixe, hétéroclite et protéiforme, on a affaire à de nombreux lieux d'édition. Mais est-ce que vous avez fait publier vos textes dans différentes maisons d'édition par choix ou par finalement quelque chose qui se sied mieux En fait, quel est le choix de vos maisons d'édition? Ah, j'ai pas de choix. En fait, tout m'est arrivé par chance. Mais vraiment, j'ai été institutrice, j'ai démissionné. Parce que l'institution, c'est pas fait pour moi. Et je ne faisais qu'écrire. Donc j'ai démissionné avec toutes les difficultés quand on démissionne à l'agrarien. Et je continuais à écrire mes poèmes. Et j'ai une amie qui m'a dit, va au festival de l'Odef. J'habitais à Montpellier, donc c'était pas très loin. Il faut que tu montres ce que tu fais. Donc j'y suis allée. Il y a là, il se trouve que je croise quelqu'un qui me dit, oh, t'as eu peut-être à écrire. C'était Béatrice Bréraud, qui est bibliothécaire à Lyon, voilà, et qui me dit, viens avec moi, on va lire dans la rue. Et au moment où je lis dans la rue, il y a le directeur du festival, Julien Blaine, mon cher Julien, donc à qui je tiens mon chapeau, voilà, qui est passé. Et j'étais maigre comme un coucou, j'avais démissionné, donc j'étais à la rue, etc., qui était habillé en blanc. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est la police. C'est un festival de poésie, ils sont habillés en blanc, pour le coup, parce que c'est un festival de poésie. La police, dans ces cas-là, est en blanc et pas en bleu, ni avec des képis. Et je pensais que la police venait me chercher parce que j'avais jeté un mégot de cigarette par terre. Enfin, j'étais quand même un petit peu... Et il m'amène dans une salle avec une ruche. Et là, il demande à une dame de me prendre en photo. Pour moi, c'était fini, c'était profil, face, one tête, Edith Azam. Il fallait que je me débrouille pour me dire comment ma mère va me sortir de ce pétrin. Bref. Et en fait, là, après, une punaise, une pancarte, me dit, ça te dit de lire dans le IN? Alors j'ai lu du jour au lendemain, en fait, dans le IN de ce festival, et des poètes m'ont entendu, des éditeurs aussi. Et en fait, quand on m'a demandé les choses, c'était tellement... D'abord, j'avais une quantité de textes, et puis c'était tellement... je ne connaissais pas moi, les histoires de l'édition, quelles sont les grandes maisons, les petites maisons, les moyennes maisons. Je ne connaissais pas, je ne connais toujours pas beaucoup. Et en fait, j'ai toujours dit oui parce que c'était plutôt comment dire, une chance. Et pour POL, qui est une grande maison, enfin une maison, on va dire, parisienne, ça ne veut pas dire que les maisons de poésie sont des petites maisons, c'est toujours une question de tirage, en fait, c'est pas... Mais, POL, c'est parce qu'il y avait eu un colloque sur Bernard Noël auquel on m'a demandé de participer. J'ai écrit le texte et le jour où les éditeurs du colloque ont voulu, enfin, les gens qui ont organisé le colloque ont voulu éditer les textes du colloque. Et comme dans mon texte d'hommage, j'intègre des phrases de Bernard Noël, je ne voulais pas avoir de soucis et me retrouver avec un procès. Donc j'ai écrit à M. Tchaikovsky-Lorenz pour lui demander si j'avais le droit de publier ce texte. Et lui, ayant vu le texte, il me dit, ah, je veux la suite, ça m'intéresse beaucoup. Je dis, ah non, la suite, je ne veux pas la faire passer. Il m'a dit, envoyez-moi autre chose. J'ai envoyé des cendres Massigu. Et sinon, je n'aurais jamais osé envoyer quoi que ce soit à PO, à Paul. Enfin, tellement, c'est pas trop de programme, on va dire. Tout m'est arrivé tout cuit, et tout s'arrêtera tout cuit aussi. C'est bien. On verra. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors donc on passe sur une question un petit peu plus, un petit peu personnelle. On trouve dans certains textes des effets d'annonce qui ne sont pas respectés. Alors on a ici un petit poème. Donc dans le poème, le jour qui compte jusqu'à 8 du recueil Quand Journal fait voyage, que voici. Alors je vous le lis très vite. Donc voilà, il s'appelle Le jour qui compte jusqu'à 8 et vous dites 1 ou c'est par où?
Je m'en vais, non solide. 2. Possible que les mots, on s'en doute plus loin, sont en dehors de la tête, dans la tête. 3. Les aimants me déchaînent l'épaule. 4. Il faudrait que j'efface. Je le ferai, ce sera tout. De m'effacer. Alors effectivement, il y a un petit effet comme... C'était Céline qui a été assez perturbée par ce poème, parce qu'elle attendait effectivement 8 strophes, puisque le titre du poème dit « Le jour qui compte jusqu'à 8 ». Et donc la question suivante est... faut pas que j'improvise comme ça, non Donc nous l'avons dit, effectivement, votre œuvre comprend une diversité générique qui offre des variations de ton. Cette variété implique nécessairement une diversité de lecteurs, puisqu'on trouve des formes de romans, même si ce n'est pas exactement ce que l'on pourrait appeler des romans conventionnels, bien sûr. On trouve de la poésie, Mercure, on trouve des poèmes ici plus conventionnels par strophe. Et la question était comment appréhendez-vous le lectorat, quelle relation tentez-vous de créer avec lui, est-ce que vous y pensez voilà. Non. Non. Non, j'écris... Non, après il y a des rencontres comme aujourd'hui, ou comme quand je vais dans les écoles ou les lycées ou autres, et là ça prend sens. En fait, j'ai pas forcément l'impression non plus que mes livres... Enfin, moi j'ai pas de lectorat. Alors, déjà c'est ça aussi. Je me dis pas que j'ai un lectorat, ou je me dis j'écris. Mais la notion de lectorat, je sais pas. Enfin, je veux dire simplement, je dis lectorat, c'est peut-être un petit peu généralisant. On dirait que c'est une catégorie de population, un groupe, un lectorat, ça fait très sec un petit peu. Mais, mais je veux dire simplement les lecteurs qui peuvent lire comme nous l'avons fait. Est-ce que vous pensez à l'impact de vos textes ou est-ce que simplement vous ne pensez qu'à écrire et à la limite ce que le lecteur en pense ne vous intéresse pas? Ouais, je dirais... Enfin, je ne sais pas si c'est ce que le lecteur en tant que... Comment dire... C'est pas un but en soi, j'écris ce que je crois chercher ou ce que je cherche sans trouver ou je ne sais pas quoi. Et après, on ne sait jamais qui c'est qui nous lit ou pas. J'aime les rencontres, ça c'est sûr. Je suis toujours étonnée en fait finalement quand quelqu'un me dit qu'il m'a lu. Parce que j'ai pas vraiment... Et quelqu'un, d'autant plus quand c'est enfin, c'est souvent en plus inattendu quand quelqu'un me dit je t'ai lu. Je sais pas trop. Et après, je pense que tout lecteur est libre et réécrit quelque chose. Et ça, c'est peut-être très bien que l'auteur ne sache pas. Enfin, le lecteur, s'il veut être lecteur, c'est un choix aussi. On peut lire un livre, je crois que c'est Bernard qui m'avait dit ça, il y a quelque chose dont on peut avoir honte, c'est vrai. Et peut-être que si on préfère rester lecteur, c'est qu'on ne veut pas avoir honte au moins de ça. Bon, on a peut-être honte d'autre chose, mais... Très bien, non, c'est intéressant comme vision des choses. Parce que souvent, quand il arrive, enfin, je me dis que les écrivains ont souvent à l'idée en écrivant que leurs textes seront lus, et donc ils vont penser leur écriture voilà, avec cette idée en tête, et peut-être que ça, je me demandais si ça avait une influence, mais effectivement peut-être pas pour vous. Je ne me dis pas que je vais être lu, on ne m'a pas édité. Bon. Heureusement que vous l'avez été en tout cas. Voilà pour ma part. Je reviens vers vous maintenant pour parler d'une des nombreuses originalités de votre œuvre. En effet, vous privilégiez des formats qui sont originaux en intégrant au sein de vos textes des dessins, comme dans par exemple du popcorn dans la tête, où figurent 38 de vos dessins personnels qui viennent au service du sens textuel. Vous intégrez aussi dans Tellement belle, garçon belle, des dessins d'Yves Gueuset qui renforcent la force évocatrice de vos vers et matérialisant d'autre part la violence infligée au corps. Quelle relation entre texte et image envisagez-vous
Est-elle complémentaire ou le dessin est-il une pratique autonome? Alors, dans du pop-punk dans la tête, c'est un peu les deux. J'ai l'impression pour moi en tant que propre lecteur de moi, que je peux lire une histoire avec les textes et ou compléter l'histoire avec le visuel ou m'en faire une autre avec le visuel. Pour le Tellement belle garçon belle, c'est horrible ce que je vais dire, je ne savais pas quel était le plasticien qui allait intervenir et c'est absolument pas pour mon univers et ce que j'aurais souhaité. Je trouve, de toute façon, c'est trop brutal ou cru ou trop, ça n'est pas mon univers. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail ou que d'autres ne peuvent pas aimer, c'est pas mon... Et du coup, quand je l'ai vu, je ne le lis rarement, ou si je le lis que sur mon... Ça, c'est un cahier en fait sur lequel j'ai collé des pages, c'est pas le vrai exemplaire, mais parce que j'ai plus le vrai exemplaire. Mais sinon, je le lis que sur des feuilles comme ça, parce que ça m'empêchera même de le... Je ne revendique pas ça m'est très violent presque, l'aspect visuel d'abord. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Et je m'en veux de dire quelque chose de pareil sur... Non, mais c'est vraiment intéressant pour éclairer notre sens de cette œuvre, parce que finalement, il y a quand même une violence assumée dans les vers, et c'est vrai qu'en fait, en tant que lecteur, on pourrait se demander justement quel est le rapport à l'image, justement. Qu'est-ce qu'elle venait finalement donner de plus, ou pourquoi en fait avoir fait aussi le choix d'avoir intégré... Ça, c'était un choix de la collection de l'éditeur et le choix aussi du plasticien. Après, ça veut dire que le plasticien, pour lui, ça allait des images comme ça, alors que ça appuyait le texte. Alors que pour moi, j'y entends beaucoup de désespoir, plus qu'une forme de brutalité. Enfin, je ne sais pas comment dire, ces images, elles sont trop en aplat pour moi, trop crues ou trop... c'est pas mon style, après c'est pas grave. Ouais, après, il faut accepter qu'un éditeur, ça c'est très bien aussi, et ça part d'invention dans un livre. Un livre, ça se fait avec un éditeur, un imprimeur, un plasticien, des lecteurs aussi. Enfin, ouais, c'est comme ça que ça existe. Et chacun est libre avec ça. J'ai une question complémentaire. Dans du popcorn dans la tête, du coup, vous avez dessiné vos propres dessins. Est-ce que les dessins étaient en amont du texte ou inversement? Parce que moi, j'ai trouvé que les images résonnaient réellement dans le texte, mais on pouvait aussi, comme vous l'avez dit, les lire vraiment tout seul. C'était en même temps, en tout cas dans la même énergie. Mais pour moi, c'est rigolo parce que les dessins, ils vont, et puis à un moment, j'ai l'impression que les dessins... ouais, ils s'emballent tout seuls. Ils s'emballent tout seuls, ils partaient... Ouais. Mais que c'était pas grave non plus, que ça puisse faire. Ouais. Merci beaucoup. Par ailleurs, je précise, j'ai beaucoup aimé Popcorn dans la tête. Je l'ai trouvé très léger, et puis il y avait un humour que j'ai pas trouvé dans les autres, et j'ai bien aimé cette petite histoire, voilà, de coq en bottant, de l'ambassadeur, de tous ces jeux de mots. Voilà, pour le petit commentaire. Donc, cet apport du visuel dans vos textes ne peut être compris sans l'exercice de ceci, puisque vous avez coutume de performer vos textes très souvent, comme vous venez de nous en faire la démonstration. On peut d'ailleurs trouver des vidéos de ces performances sur YouTube si ça vous intéresse. Au sein du même texte est souvent exprimé d'ailleurs un désir d'oralité. Il y a souvent ce rapport à l'oralité, un désir ou un apprentissage. Par exemple, dans Caméra, l'objet protagoniste cherche le nom qui est sur sa langue, mais il ne parvient pas à le dire. Dans Mercure, le jeu, ou le ja, puisque vous transformez le jeu en ja, cherche à créer une harmonie en caressant un piano, aidé par un mystérieux Mercure, et l'enjeu de Mercure est de savoir parler. La fin dit « et je saurai parler », je crois. Donc voilà. Et donc voici deux petits extraits qui illustrent l'importance de cet enjeu. Le premier est de Mercure, et le deuxième est de Mercure. La coloration, c'est comme pareil que quand les aiguilles stridentes et griffures servent à l'évriace cerveau. Je veux pas le vide, non, j'aveux plus.
Alors c'est vrai, j'avais dit, même si ça fait de la honte, j'avais dit maintenant, j'ai beaucoup de la peur malgré la progréture. Parce que quand je lecturise les lignes, ça a beau être dans le moins difficile, j'ai pas pour autant la musique dans la craque de dans ma chair. J'ai simplement la retenue de la boucanture. Le second, j'ai compris que j'apprendrai pas à faire le mélodique, mais que c'est elle qui m'en apprendra. J'ai compris que moi, je pouvais m'apprendre la lecturisation de les notes et la rapidation des doigts, mais que pour faire le composite, ce sera pas vraiment moi, ça sera du autrement que moi. Non, c'est pas ça du tout. Ça sera du absolument moi. J'ai compris que pour la mentionner, la harmonique, me faudra faire la ouverture et faire le regard autrement. Je ne sais pas vraiment comment j'ai fait pour comprendre ça, c'est l'intuitif qui me l'a dit. Alors les deux extraits sont illustrent bien cette problématique de l'oralité et cette lecturisation que j'apparente à la performance, ou du moins à cet apprentissage de parler, implique le corps, la voix bien sûr, et j'aimerais, si vous le voulez bien, savoir si vous pourriez revenir sur cette importance de la mise en oralité de vos textes. Comment vous la comprenez, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle ajoute au texte, ces performances? Alors, ça pose beaucoup de questions pour moi. Oui. D'abord, j'ai pas forcément conscience, je ne sais pas ce que veut dire une écriture orale. Parce qu'on parle beaucoup d'écriture orale, et pour moi, il y a écriture ou il n'y a pas écriture. Après, c'est vrai, j'ai écrit, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais beaucoup en alexandrin. J'écrivais en alexandrin ou en octosyllabe. Et la musique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, c'était devenu ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et quand j'écris, j'ai toujours, mon oreille elle a dû être, et la langue française fait que l'alexandrin ou l'octosyllabe, ça balance bien, et que l'alexandrin c'est déstructuré, mais parce qu'il y a des énergies qui passent dans la langue, mais en fait, je pense qu'on peut remarquer souvent, on pourrait faire souvent des césures chez nous. Donc, est-ce que, et comme il y a le rythme, quand je lis, j'étais pas prévue en fait moi pour lire au départ. Ce que j'ai fait, c'est écrire. D'ailleurs, je revendique pas, on m'a mis performeur. Je ne revendique pas d'être performeur. Pour moi, un vrai performeur peut lâcher le texte, peut là faire une improvisation avec des micros ou un geste unique dans un espace unique. Moi, j'en suis incapable, on m'enlève le texte. Et en fait, je pense que je me tiens aussi à la musicalité des textes. Et pour pas, quand je lis, être même parasité par ce que j'ai pu écrire, ce dont je peux éventuellement avoir honte. On reprend la phrase de Bernard. Et après, donc il y a la question de qu'est-ce que c'est qu'une écriture orale, je ne sais pas vraiment. Et le plus performant peut-être de texte, entre guillemets, c'est Mercure, qui est... j'ai mis un point final à Mercure et je suis rentrée direct 9 mois en hôpital psychiatrique. Ça, c'est... Et quand j'écrivais Mercure, je tenais même plus mon... J'écrivais, mais comme on écrit quand on... Peut-être quand on ne sait plus écrire. J'écrivais comme quelqu'un qui... En tenant mon crayon comme ça, mais plus comme ça. Et quand je le lisais ou quand il me venait, là je dirais presque... Je peux te tutoyer même pendant... Là, ta lecture est complètement forcément différente de la mienne. Moi, je lisais comme quelqu'un qui est presque aphasique. Et c'était vraiment... J'étais peut-être à un moment donné, c'est une sorte de toute façon, écrire, c'est tellement de concentration, c'est comme un joueur de tennis. Quand il est sur le terrain, il ne sait pas ce qu'il va faire forcément. Il peut anticiper un peu, mais ses plans sont toujours contrecarrés. À un moment donné, c'est la balle qui décide. Il allait vous dire, je vais faire un revers. Si la balle arrive de l'autre côté, il fait un coup droit. Moi, des fois, je vais vous dire, tiens, on va aller vers là, mais la langue fait que, eh ben non, on ne va pas vers là, on va vers ailleurs. Pourquoi? C'est sûrement le génie ou la fureur de la langue, j'en sais rien. Mais
Le joueur de tennis, il regarde sa balle, il s'en fout qu'il y ait 100 000 personnes, ou 2 personnes, ou personne d'ailleurs. Et quand on écrit, on est tellement concentré, je pense, que il y a une forme de dissociation, on est avalé par ce qui se passe, et par une tension qui n'est plus forcément de l'ordre de notre quotidien. Et d'un côté, si, parce que quand on passe la journée à écrire ou à être mangé par cette chose qui se passe devant, on est gangréné par une forme de... Je ne sais pas si je réponds très bien. En tout cas, pour dire que la lecture était vraiment... Extérieure peut-être à l'écriture. Elle n'intervenait pas dans votre processus d'écriture, puisque vous dites que vous n'étiez pas fait pour la lecture, c'est ça? Non, oui, c'est ça. C'est que quand on m'a dit, la première fois qu'on m'a dit de lire, on m'a dit peut-être performeur par défaut. C'est-à-dire pour lire la première fois, j'avais les mains qui se crispaient tellement j'avais peur, qui tétanisaient. Je lisais très vite, mais parce que j'avais une telle peur que plus vite c'est vu, plus vite je m'en débarrasse. Et qu'en fait, au départ, ce que je fais, ou ce que j'aurais aimé être, c'était Proust, on va dire. C'était voilà, soyons fous. Mais enfin, c'était être auteur, sauf que aujourd'hui, quand on fait des poésies, etc., c'est comme ça qu'on peut rencontrer des gens et qu'après, ça a été le seul circuit, on va dire, la littérature ou la poésie qui veuille bien de moi. Voilà, merci. Ah oui, non, mais c'est vraiment intéressant de comprendre ce rapport-là. Donc finalement, vous ne parleriez pas d'oralité, mais vous avez plutôt de musique, peut-être. Ah oui, ça me plaît. Enfin, oui, mais alors ça, c'est peut-être... On dit ignardise pour celui qui ignore. Mon ignorance. C'est peut-être mon ignorance. Mais je me dis que dès qu'on écrit, on entend ce qu'on... Ah oui, totalement. Il y a toujours de la musicalité. Il y a toujours, oui, c'est que... Et d'ailleurs, je me pose beaucoup de questions, ça m'interroge parce que je sais qu'il y a, je pense à Claire Cuénaud, qui est poète, qui me dit que quand elle écrit, elle n'entend rien. Moi, je ne peux même pas écrire bonjour sans entendre bonjour. Ah oui, bien sûr. Et je ne sais pas ce que c'est qu'une écriture. Est-ce que c'est ça l'écriture blanche? Quand on a dit l'écriture blanche, j'en sais rien, je ne suis pas assez cultivée, mais... Je sais pas, ça me pose vraiment des questions, la question de l'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'une écriture féminine, par exemple? Ça aussi, ça fait partie des trucs où, quand j'écris, je ne me pose pas la question de savoir si... C'est, disons, peut-être les autres qui voient dans l'écriture quelque chose, une écriture féminine. Oui. Et vous n'aviez pas cette intention, disons. Ouais, et puis peut-être que ça lui appartient à l'autre. Bah oui. Puis à une société, mais que c'est pas des choses à... Moi, ça me gêne pas. On voit ce qu'on veut. Très bien, très bien. Mais du coup, moi j'ai une question en ce que vous venez de dire. Vous avez dit que vous ne voyez pas dans une poésie orale. Dans beaucoup de vos textes, vous du coup faites référence et vous dédicacez des passages à Julien Blaine. Par exemple, dans Mercure, vous le dédicacez complètement à Julien Blaine. Dans Rupture, que vous avez lu, vous dites mon cher Julien, il revient très souvent. Dans Un an barricade à mort, qui est là, vous-même vous le nommez une performance sonore, et les deux personnages qui se trouvent de chaque côté de la barricade, c'est Julien et une femme. Ouais. Donc malgré, du coup, je me suis quand même posé la question de est-ce que vous entretenez une relation du coup avec cette réédition poétique de la poésie orale qu'a emmené Julien Blaine? Comment dire? Julien Blaine est un vrai performant. Ah oui, Ouais, c'est un monstre la performance. Je ne sais pas si vous avez vu la performance où il se jette du haut des escaliers de la gare Saint-Charles, et donc il chute, et il arrive tout en bas, c'est filmé, c'est sur YouTube, et il arrive tout en bas, il y a la caméra qui le suit, et à la fin il fait juste... Donc c'est la chute, et c'est le chute, et c'est... Mais bon, il a un courage que moi je n'aurais pas. Et après, c'est parce que, comment dire, tout ce qui m'est arrivé, pour moi c'est mon papa en écriture, on peut dire, et que c'est une façon de faire des clins d'œil, mais je ne sais pas si dans vraiment mon travail, j'ai de la tendresse pour mon travail, comme un enfant a de la tendresse pour son château de sable qu'il a fait la journée. Il rentre à la maison et dit « Waouh, j'ai fait le plus beau château de sable, il est merveilleux, c'est génial, trop top ». Le lendemain, on l'amène à la montagne et il va faire une cabane dans les arbres.
Et son château de sable, il l'a déjà oublié. Et c'est pas grave, il a de la tendresse pour ce souvenir-là, mais il n'y a pas de... Moi, je ne saurais pas défendre ni analyser, en fait, mon travail. C'est quelque chose de... J'ai des fois des analyses, mais qui tiennent la route que 2 jours. Et puis la langue, c'est compliqué, en fait, parce que rien que là, par exemple, si je vois un super gros monstre qui arrive, à mon avis, où je hurle, je dis putain, on est mort, ou je me tétanise, ou je dis cassez-vous, il va nous bouffer, mais je pense que je ne serais pas capable de dire vous allez doucement fermer les ordinateurs, les mettre dans un cartable et nous allons sortir par l'issue de secours. Rien que pour dire une phrase pareille, c'est-à-dire pour dire la moindre phrase, il faut quand même avoir un minimum de raison gardée. Dès que la brutalité de ce que j'appelle le langage, qui n'est plus la langue, c'est-à-dire tout ce magma intérieur, ces émotions qui arrivent en vrac, prennent le dessus, donc c'est plus aligner des phrases correctes, c'est comme quand on est très amoureux au départ et que n'importe quel âge, on se tortille les mains, t'as vu ma souris, et on me dit juste bonjour et de façon la plus cruche qui soit, quoi. Parce qu'on est déjà submergé. Donc ça, c'est ma seule analyse de la langue, que c'est compliqué, qu'il faut avoir un minimum de raison des fois, mais que la poésie permet de saquer cette raison. Je suis pas claire, mais j'ai pas fait une bouche. Ma mère, elle dit ça. Du coup, je rebondis. Vous travaillez souvent en collaboration, comme j'ai pu le citer moi-même. Et vous avez notamment publié des recueils de poésie en binôme. Par exemple, Un objet silencieux avec Valérie Schley et Bel échec avec Jean-Christophe Belzé. C'était des choix. Oui. Et comment vous avez... Qu'est-ce que ça a permis de développer, en fait, ce travail, du coup, à deux dans votre poésie? Enfin, qu'est-ce qui en est ressorti? Je sais pas, moi j'aime bien écrire à deux. D'abord parce que ça permet une autre manière de rencontrer l'autre et de rencontrer... c'est un super cadeau de s'écrire et d'écrire tous les jours un poème à quelqu'un qui nous en offre un aussi. Il y a quelque chose de... On ne peut pas en être... indemne. Forcément, à un moment, des fois, par exemple, avec Valérie, autant qu'avec Jean-Christophe, je pense que si on met... Parce que j'ai été en rouge et Valérie est en bleu. Et je pense que si on met tout en noir, il y a des phrases où je ne sais plus si c'est Valérie ou si c'est moi qui les ai écrites. Et pareil pour Jean-Christophe, il y a un moment où la langue, elle s'imbibe, elle donne, et puis c'est drôle de voir ces mécanismes, mais quand même la langue, c'est quand même le cordon ombilical qu'on texte tout le temps, et qui n'est pas forcément rapproché après à la maman ou aux caisses, mais c'est des ventouses, quoi, la langue, et la langue de l'un et la langue de l'autre, c'est avec ça qu'on se touche d'abord, finalement. Excusez-moi. C'est une cordon. Exactement. Donc je reviens plutôt sur l'écriture elle-même. Oui. Dans la nouvelle L'écharpe douce aux yeux de soie, que j'ai juste là, que je la ferai passer, vous mettez en perspective une réflexion sur l'écriture qui n'est pas pour vous un moyen de développer une histoire. Alors, je l'ai dit très vite. Il ne m'est pas très facile de décrire ce qui se passe dans mes textes. Je vois probablement les choses de façon déformée. Ce qu'il y a de certain, c'est que je ne cherche pas de scénario bien ficelé. Ce qui se passe doit se passer dans l'écriture. Le lecteur doit être tenu par un souffle, une intensité, bien plus que par une narration. Aussi, la mécanique textuelle ne peut me satisfaire. À chaque texte, une rythmique traduisant une fulgurance et explorant une émotion. Et c'est toujours cette dernière qui est le point d'origine, le lieu à explorer. Enfin, c'est ce que je voudrais parvenir à faire. Ce qui m'intéressait ici, c'était le rapport justement à la narration, parce que je me demandais si la narration était pour vous un frein finalement au développement du souffle, de ce rythme que vous recherchez. Non, je pense pas.
Après, je pense que je ne serais pas capable de faire un vrai roman. Quand je dis vrai roman, je veux dire par là quelque chose dont on peut faire un film ensuite. Ouais, bien sûr. Celui qui s'en approche le plus, à la limite, c'est l'autre. Mais finalement, mes personnages sont toujours tout seuls, désespérés. Ce qui se passe, c'est plus dans leur tête ou dans les sensations d'être au monde, de finitude, de qu'est-ce que c'est qu'être homme, parce que finalement, bon, ils ont leur désespoir, mais j'imagine qu'on a tous ce truc-là. On peut s'occuper, on peut... Être humain, c'est d'abord savoir qu'on va finir, mais qu'il y a du beau, enfin, je sais pas comment... Et que c'est super. Moi, je trouve ça super beau et super touchant de savoir ça, en fait. Que ce n'est avoir 5 orteils au pied, c'est pas un drame. Ça finira, c'est tout. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Vraiment, vous avez plutôt une écriture qui est dans l'existentiel. Vous vous intéressez à cette finitude et... Peut-être que si j'avais fait une scolarité normale, j'aurais été philosophe. Enfin, mauvais ou bon, peut-être que c'est ce qui m'aurait intéressé, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que raconter une histoire, j'aurais adoré écrire Le Haut des Hurlevents, Les Maisons Dangereuses. Et puis pour la musique, tout Mozart, tout Bach aussi, mais... bon, oui, mais bon, je sais très bien que je ne sais pas, et quelque part, ben, il nous reste... mon petit crin-crin, mes petits outils à moi. Et j'ai de la chance parce qu'il m'est arrivé tout ce qui m'arrive dans mon parcours et que je suis là aujourd'hui, je dirais, mais c'est pas de... La vraie question au fond quand j'écris, c'est quoi être humain, comment on fait tous là pour se rencontrer, comment on fait pour être tous égaux, comment circule la parole, est-ce que c'est normal que ce soit moi qui ai le micro, pourquoi pas faire parler madame, il y a plein de questions où en fait, quelque part j'ai écrit, alors c'est complètement paradoxal, j'ai écrit contre le fait d'avoir un micro où on m'écoute moi alors que j'ignore. Je ne sais même pas parler de ce que je fais. Qu'est-ce que finalement j'ai apporté? J'en sais réfléchi. Vous n'attendez pas d'être écouté en tout cas? Non. Non, moi je suis avec mon chien, mon cochon d'Inde. C'est bien aussi. Non, c'est une belle vision de l'écriture. Je crois que c'est classe. Voilà, oui, alors nous, il y a une histoire qui nous a marqué, c'est le parcours du corps, l'histoire du corps à travers votre œuvre et ses représentations. La première représentation du corps qui nous a frappé est celle du corps souffrant. Dans salle de spectacle du studio d'Aranque, vous écrivez « Il faudrait bien admettre, enfin, qu'écrire n'est rien d'autre que notre chair hurlante. » Pouvez-vous préciser le rôle que joue la douleur dans votre travail? Vous avez le droit de dire que joue la douleur, je sais pas si, par exemple, je sais maintenant, parce qu'on me l'a vraiment dit, que mon travail tourne souvent autour ou avec, ou peut-être sans d'ailleurs, le corps. Je sais, ça c'est pour le penser. Par exemple, je viens de dire être là devant un micro, donc des fois c'est pas facile. Souvent, quand je vais lire, on me dit oh, lis debout, ce sera mieux, tu vas bouger. Or, ça m'est beaucoup plus agréable, par exemple, d'être tout caché, d'être assise, mais de ne pas être pénible. Donc, si on me dit debout, je fais debout. Enfin, voilà. En fait, j'adorerais lire, ça je le dis depuis, en ombre chinoise, ça m'irait très bien. Ça m'irait très bien si il y avait les titres des livres et que on est vraiment dans une société du nombre, de toujours. Enfin, moi, j'ai pas besoin forcément. Bon, maintenant je l'ai parce que le premier, à la limite, j'ai fait l'erreur de mettre mon nom, mais s'il n'y avait pas, je vous demanderais même pas un pseudo, c'est pas grave de pas. On lit un livre. Je sais pas comment expliquer ça en fait. Je sais pas si, par exemple, la notion d'œuvre, moi j'ai pas l'impression que quand on dit ton œuvre, bon, j'essaie
vais pas éclater de rire parce que sinon la personne penserait que je me moque d'elle, mais j'ai pas l'impression du tout d'avoir d'œuvre. Enfin, ça c'est très. Ça c'est ce. D'abord, ça déjà ça m'appartient pas d'ailleurs, mais c'est pas important non plus. Et le corps et la douleur. Bah, la douleur, il faut être honnête. Autant c'est ça. Peut-être que dans les douleurs, dans les drames de la vie, dans ce qu'est vivre, on a tous les mêmes. On a tous une rupture, on a tous eu des deuils, et des deuils, et des deuils, et des recommencements, et des deuils. Par contre, et que finalement, si on écrit, je ne suis pas la seule, beaucoup sur ça, chacun à sa manière, c'est peut-être parce que c'est quelque chose de tellement incompréhensible, insensé, incommunicable et parfaitement présent. Enfin, tandis que mes petites joies, moi ma petite joie avec mon cochon d'Inde, va la faire partager. C'est plus dur si je fais un livre demain sur Capucine et moi. Je pense que c'est normal que je le garde pour moi. Ce serait très. Je n'ai pas la question qui rassemble. La question qui rassemble, c'est finalement. La souffrance humaine. Ouais, et puis on va disparaître, et puis il y a des situations de vie qui sont catastrophiques. Un fou parle seul à ma place, pour la petite histoire. C'était. Je peux la petite histoire? Ok. Alors j'étais vers Noël. Donc je voulais aller faire des cadeaux, et je suis à Montpellier, je veux passer. Il faut que je traverse la place de la Comédie, qui est une place ovale, pour aller faire les courses. Et en fait, au milieu de la place, tous les gens passent et s'écartent comme ça en rond. Et puis moi j'avance, je me disais, tiens, il y a un chanteur, il y a un danseur, et puis... Mais sauf que ça circulait, ça ne s'arrêtait pas. Et en fait, au milieu de la place, donc pas au lieu qui lui est assigné, il y avait un homme à genoux qui mendiait. Et en fait, personne ne s'arrêtait, et il n'était pas sur le bord d'un trottoir, il n'était pas un petit peu caché, etc. Et comme il était là au milieu de la place, tous les gens s'en écartaient en poursuivant leur chemin, comme si ça avait été un lépreux. Mais ça, je me disais, on est tarés. Enfin, il y a des choses où je me dis, les situations humaines, elles sont... Et on en a plein de petits nœuds comme ça, on est tous mendiants de quelque chose. Et ça, je pense qu'on est tous mendiants d'un truc, quoi. Et, après, on fait quoi pour tout ça? D'accord, merci. Merci pour la petite histoire. Nous avons remarqué aussi qu'il y a une violence extrême qui met à mal le corps, notamment dans Tellement belle, garçon belle, et là je parle du texte, où la souffrance du corps monte crescendo, je cite. Il aimerait, Jérôme, ma sépulture viande rouge, que je n'ai plus de peau et puis me prendre toute. Jérôme avec mon sang, avec son sang, Jérôme écrit qu'il aimerait baiser ma viande d'ange jusqu'à ce que mon corps, jusqu'à ce qu'en moi tout se vrille. Il y a une tension permanente entre une violence cannibale et une douceur angélique. La douceur, ça le rend violent, dit-on. Jérôme veut que je sois l'ange cannibale, dit-on encore, plus loin dans l'ouvrage. Donc Jérôme est là, constamment, avec ses yeux bleus, dans ses lettres, dans des rêves, dans des cris. Son prénom est répété sans cesse. Sa présence est angoissante, obsédante et ça devient sanglant, je cite. Jérôme écrit et c'est terrible. Prends-moi dans tes bras et tue-moi. Voilà ce qu'il m'écrit, Jérôme. Et c'est avec mon sang qu'il fait ça. Prends-moi dans tes bras et tue-moi. Il m'aura fallu son sang pour le dire, pour avouer qu'au fond de moi j'ai cette brutalité-là, qu'au fond de moi je suis malade, que tous mes poèmes c'est ça. Je suis petit enfant malade, prends-moi dans tes bras et tue-moi. Il y a une telle confusion dans les pronoms, les sujets qu'on ne sait plus bien qui fait quoi. Excusez-moi, je suis émue par le texte. Jérôme est-il réel? A-t-il déjà été présent physiquement? Et si je et Jérôme c'était la même personne? Pourtant ils ont l'air d'avoir chacun un corps, tantôt agresseur, tantôt agressé. L'ambiguïté est présente du début à la fin. Alors on finit par se demander, pensant, mais c'est qui Jérôme? Par chance, la rencontre d'aujourd'hui nous donne la possibilité de poser la question directement à l'autrice. Alors, qui est Jérôme? Alors sans doute que j'ai une sauvagerie en moi, mais je peux rassurer tout le monde, parce que tout le monde l'a. On n'est pas que des êtres civilisés, policés, et la langue
nous y ramène au moindre gros mot ou heurte. Après, quand j'ai écrit ce texte, pour la petite histoire encore, j'étais en HP donc, et effectivement j'ai reçu, sûrement de la part de quelqu'un qui allait guère mieux que moi, non pas une lettre, mais un pistolet, enfin une lettre pistolet on va dire, c'était un carton découpé en forme de pistolet, et là il y avait une lettre d'amour, mais ça m'avait, moi, ça ne m'avait pas arrangé. J'avais trouvé ça très très violent, et d'un côté je comprenais, je sais la personne qui a fait ça, j'entendais tout à fait ce désespoir. C'est terrible le désespoir amoureux en fait aussi. Mais bon, on n'est pas obligé d'y répondre pour autant. Et d'un côté, c'était un endroit où moi j'étais trop fragile pour accueillir avec une bonne protection sans doute. Pour moi, dire aujourd'hui quelqu'un peut être amoureux de moi, si je ne le suis pas, ça m'affectera moins au sens peut-être que j'arriverai à garder la bonne distance. Des fois, on ne sait pas garder le bon, mais dans les moindres situations quotidiennes, que ça touche la famille des gens qu'on aime ou dans le travail, la bonne distance qui permet de continuer à avoir, entre guillemets, ce qu'on dirait une relation propre, ou quand en face de soi, on a quelqu'un pour qui on a une totale empathie ou une forme d'amour, d'amitié, etc., et que ça déraille. À cette époque-là, moi, je n'étais sans doute pas capable de... Donc ce texte est venu là, et peut-être que les textes me permettaient à chaque fois de dévier, on va dire, ou sublimer des choses violentes qui... Il y a une visée cathartique dans le texte. Non, alors de fait, j'imagine qu'il y a cet effet-là, mais c'est pas ce que je cherche quand j'écris, en fait. D'accord. Ça le fait, mais vous ne voulez pas le faire, forcément. Vous n'avez pas forcément l'intention d'expulser tout ça par l'écriture. Non, après que ça le fasse, parce que je dirais presque que c'est normal, parce que écrire, c'est d'abord du corps. Pour moi, c'est vraiment d'abord du corps, et c'est une décharge d'énergie, mais donc forcément toute décharge d'énergie fait qu'il y a quelque chose qui part, qui peut... Mais c'est pas pour ça que j'écris, je vois rien aussi. D'accord. Il y a une autre représentation du corps que nous retrouvons souvent dans votre œuvre, c'est le corps fatigué. Écrire me boursoufle, me fatigue, m'épuise. Lisons-nous dans Salle de spectacle du Cellou d'Aranque. Quant à la narratrice de votre texte, du popcorn dans la tête, elle est constamment fatiguée et elle trouve même certains mots difficiles à prononcer, comme exercice. Moi, trouve le mot trop compliqué, les mots pareils, c'est la torture, c'est bon pour se défigurer. Ça me stresse le langage, ça me stresse. Cette fatigue qui épuise le corps devient un moyen d'accéder à un autre état, en dehors de soi. Du moins, c'est ce que nous semblons comprendre dans votre poème « Un jour sans météo » du recueil qui journale les voyages. Lorsque vous écrivez « La fatigue, c'est ce qu'il me faut la fatigue, jusqu'à me détacher de moi ». Quelle est l'origine de cette fatigue corporelle ? L'accumulation des jours, des fois, là pour Journal du jour, c'était vraiment, j'ai des petits carnets sur lesquels je note, on va dire, c'est pas un journal intime, je note des sensations, j'écris, voilà, et qu'après, tous ces textes-là, je retravaille dessus, j'en fais des poèmes, des fois de partir lire, de prendre les trains, de faire les valises, de défaire les valises, de refaire des valises, ça fatigue. Après, c'est très bien aussi, de toute façon, on a toujours le revers des joies ou enfin,
c'est bien de partir, mais des fois ça fatigue tout le temps. Et des fois écrire aussi ça me fatigue parce que en fait quand j'écris ça peut me prendre la nuit parce qu'il y a une phrase qui vient, donc j'ai la note sur le petit carnet, mais à force, il y a des fois le fait de se réveiller, de noter la petite phrase sur le carnet, il y a tout le reste qui vient se noter sur le carnet et ça fatigue parce que je voudrais dormir. Mais sauf que je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas fini d'écrire ce que la petite bestiole est venue dire. Donc voilà. Merci. J'avais une question. Vous avez parlé de l'accumulation des jours. Est-ce que c'est pour ça que dans les titres des poèmes du recueil, on retrouve souvent le jour du jour du jour du jour? Bon, c'est parce que c'est le journal du jour du jour. C'est qui journal du voyage? Parce que je ne savais pas je voulais nommer mes jours, et c'est les titres en fait. Non mais en fait c'est par rapport à la répétition, le jour du jour, et ensuite il y a un titre qui apparaît. Le jour du jour... C'est encore pareil. Que c'est ici, le jour du jour. Ouais, des fois il y a des trucs vibrants, des fois ça me fait rire, sourire. Mais après c'est comme dans l'ambassadeur et Copain Breton, je ne suis pas que désespérée ou déprimée, j'ai un côté des fois dingue et que bon, c'est pas, il a le droit d'exister. Hein. Et donc c'était le jour du jour. Merci. Donc la question du rapport au corps, on peut aussi la tourner vers l'autre. Ce corps étranger qui peut être interne ou externe à soi est un lieu de conflit souvent dans vos textes. La seule perspective parfois d'une présence pose problème. Notons par exemple dans Double Corps dans la tête, un petit passage qui est intéressant. Du coup, je suis sorti faire des courses, vous raconte pas ce qu'il faut d'amour pour accepter corvée pareille. La ville, c'est pire qu'effrayant lorsqu'elle se gastrite. Des bruits pareils, c'est coliteux. Et puis les gens, ils croient que les vois pas venir quand ils viennent demander gentiment, très gentiment, qui pue la merde, me demander de faire un effort. Alors ici, c'est moins une rencontre que le fourmillement des gens autour de nous, la présence des gens, mais cette présence est déjà anxiogène puisqu'elle est associée à l'effort et à la fatigue. Vous disiez, la fatigue c'est les jours qui se succèdent, mais ça peut aussi être effectivement les gens qui nous entourent juste en étant là. C'est la ville. La ville surtout, voilà, la ville, c'est vrai que le rapport à la ville est surtout primordial dans l'extrait. Et l'autre, dans la ville, est celui qui demande l'effort de regarder, de parler, de saluer, ou parfois d'esquiver, effectivement. Et la question est, quelle vision avez-vous de l'autre dans les textes? Comment il intervient? Est-ce que... Je sais pas si j'ai une vision l'autre en fait, je crois que je comprends pas comment dans les textes c'est pas l'autre. C'est un narrateur et des choses qui lui tournent autour. Mais c'est pas l'autre au sens. Oui, universel, oui, bien sûr. C'est vraiment des autres. Voilà, il n'y a pas un autre, il y a plusieurs autres. Parce que je trouve que les gens sont plutôt gentils, en fait. Je suis pas très... je crois aux individus. Je pense que les gens sont très gentils. Qu'on est tous seuls, et ça c'est pas grave. Mais je ne crois pas forcément où j'ai plus de mal avec le collectif, les équipes de foot. D'accord. J'ai plus de foot, j'ai plus de mal. Et qu'est-ce qui dans le collectif me fait peur? Oui. Ça me fait peur. La liberté peut-être. Je trouve ça bien quand on ose être... Des fois on va dans un groupe pour pas être seul, pour pas être différent. Et je trouve ça très bien qu'on soit différent. C'est pas... Et je crois que les gens, si on les accueille dans leur différence, ils sont plutôt bienveillants, curieux, je sais pas. Donc en fait, c'est plutôt... oui, puis par contre, par rapport à ce texte-là, les villes, je ne suis pas très ville. Oui, mais je l'avais pressenti. Ni foule, ni... Ok. Autre petit passage sur l'autre, cette fois-ci dans la salle de spectacle du Silo d'Arinque.
Les gens sont associés aux mots ici. Vous dites les gens sont des mots bouleversés, les mots sont des bouleversements parce que chaque mot contient une foule de gens, chaque mot contient une foule de gens. Honnêtement, je ne comprends pas le rapport que vous faites entre les mots et les gens. Est-ce que vous pourriez développer? Entre les mots et les gens? Oui. Juste le fait de dire les gens sont des mots, associer les gens aux mots. Bien sûr, les gens utilisent des mots, mais sont des mots, j'arrive pas à le... On est fait de mots d'abord. D'abord de l'héritage de la langue maternelle, puis de celle de la famille, puis celle de la ville, celle du pays, celle de... Et d'une tension, d'une musicalité de langue, même des accents, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'accents, mais et je pense qu'on est, tout comme on peut dire, on est un conglomérat d'atomes, c'est l'atome, voilà. On est un agglomérat aussi de microscopiques petits, peut-être que moi c'est de petits signes qui s'agglutinent les uns aux autres, qui font que, ouais, je pense que, moi il y a des phrases, des fois, et c'est peut-être celles qui me touchent le plus, que je crois très justes, et pas que pour moi, mais ça c'est peut-être un ego terrible qui me fait dire ça, mais en tout cas pour moi qui sont très justes et que je ne saurais pas expliquer, et que je trouve profondément humaines. Par exemple, l'équilibre n'a jamais relevé personne, je ne sais pas où j'ai pêché ça, mais je trouve ça très... c'est couillon, mais c'est très vrai en fait. Il y a des phrases comme ça et celles de chaque mot, les gens sont des mots bouleversés, et la formulation est peut-être fausse, mais ce que j'y entends est juste. D'accord. Mais juste. Mais je comprends mieux. C'est Alors, on a fait un peu le tour du corps, mais pas du tout en fait, on va continuer. En vous lisant, nous avons l'impression que le corps concrétise la parole. Le corps peut communiquer, dire qu'il est là dans le langage. Vous inventez alors une véritable langue corporelle dans laquelle nous observons plusieurs accidents de langage qui peuvent plus ou moins perturber à la lecture. Par exemple, vous utilisez des noms et des adjectifs qui se terminent par la lettre E comme des verbes. On se soupire la cervelle. Et inversement, un verbe devient un nom. Je fais ma déambule. La proximité avec la conjugaison du présent rend ces changements presque naturels. Vous créez beaucoup de mots, comme l'engagé à partir de langage. Vous créez aussi ce qu'on appelle des mots valises, procédé qui consiste à joindre deux mots en un seul. Par exemple, torturer et triturer donne tortriturer. Et donc je voulais vous demander quel souffle toutes ces inventions lexicales donnent à votre texte. Le plus souvent, ça me fait sourire. J'ai de la tendresse parce que quand ils viennent, c'est l'enfant qui est en moi, sans doute, qui se réveille et qui parle. Par contre, je pense à Fou qui se brûlure, ce douloureuse, si j'avais dit dans le texte, donc le fou parle seul à la place, le fou a des douleurs, il a des douleurs, ça veut, en tout cas c'est toujours pareil, pour moi elle est prise de ce que je fais. Enfin, je pense que ça m'aurait, quand je dis ce douloureuse, il y a quelque chose qui me touche, qui se répercute, je ne sais pas où, mais il a des douleurs, non, c'est trop en aplat, ça serait trop, ça ne me... Mais je peux dire ça en connaissant toute l'énergie du texte. Peut-être que ce serait dans un autre texte, j'aurais marqué le mot douleur normalement en fait. Il y a des mots, des tensions je ne sais pas quoi, d'intériorité qui font que le corps se charge il met en place instinctivement un vocabulaire dans lequel il y a une distorsion. Et alors, vous ne vous contentez pas de créer votre propre lexique, vous créez aussi un système de langage qui vous est personnel. Votre manière d'orthographier et d'accorder certains mots nous laisse quelquefois perplexes, moi tout particulièrement.
à tel point que nous nous demandons souvent si nous avons affaire à des fautes de frappe, à des coquilles ou si c'est voulu de votre part. Donc, voici un exemple que je tire de Qui Journal des Voyages. Sur le quai, c'est l'hiver. La répétition de l'article est-elle volontaire et que vient-elle faire là? Ou encore... Non, ça c'est une coquille alors. Ça c'est une coquille. Ça, c'est une coquille. Je vais repérer la coquille. Bravo, bravo, bravo. Ou encore lorsque vous omettez l'accord du pluriel ou lorsque vous écrivez la langue elle m'a laissé tomber tomber au lieu de tomber ER, eh bien je m'interroge, Edith Azam. Pourquoi elle m'a laissé tomber, ce serait le R? Je suis désolée. Elle a laissé tomber moi. Alors laisser mais tomber ER. C'est. Tomber Je vais faire le troisième mot. Elle m'a laissé tomber. Tomber aussi en participe. Oui, il y a bien l'accord. Il y a bien l'accord du participe pour laisser. Mais après le verbe. Elle m'a laissé mordu. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre sens. Elle m'a laissé mordu. Elle m'a laissé mordu, moi. Mort n'est pas un bon exemple sémantiquement. Bon, peu importe. Elle m'a laissé chu. En tout cas, la question qui me taraude. Mais l'autre c'était une coquille et je pense que celle d'avant encore aussi c'était une coquille. Là qui les anneaux, des fois il y a des coquilles. D'accord. Alors. Et moi je les vois pas, donc je peux pas être éditrice. D'accord. Bon, moi, c'est une question que je me posais. Donc, parce que vraiment, en fait, on se demande si c'est réellement une coquille ou si c'est parce que comme le texte est très. Et très particulier, très personnel, et ben, ça ne nous étonnerait même pas que ce soit là volontairement. Donc c'est pour ça que je me posais la question. Non, là, je pense que c'est deux coquilles. Même normalement, je pense que mon tombé, il faudrait en étant en lettres comme je l'entends. Sauf que c'est des coquilles. Parce qu'en général, quand j'invente pas non plus. Bon, c'est arabiscoté, c'est pas du français, mais mon arabiscotage, il ne faut pas non plus être. C'est des néologismes, quoi. C'est pas. Ouais, c'est. Bien sûr. On voit vite oui. que c'est pas. D'accord. Ouais. Donc c'était des coquilles. Et vous vous plaisez à inventer des verbes en emploi pronominal. Vous ajoutez des pronoms réfléchis à des verbes qui s'emploient normalement sans pronom. Moi, je vais lire un passage pour donner une idée de l'effet que créent ces emplois. L'extrait est tiré du recueil Qui Journal des Voyages encore. Dans le poème Le jour du jour naquir, un titre qui contient un double néologisme dont on comprend bien la signification, c'est le jour de la naissance. Alors, je cite. Un jour, je suis née des autres. Ils m'ont voulu me faire de leur mieux qu'ils pouvaient. Et un peu plus loin, alors un jour, je me suis née toute seule. Un jour, je me suis fait naquir avec mon squelette de verre. Et puis, un jour, je me dis que j'existe, que je me respire un jour. Et j'écris. Qu'est-ce que ces formes pronominales que vous inventez disent de la stabilité du sujet? Le fait que vous ajoutiez des pronoms personnels à des pronoms réfléchis, à des structures qui n'en appellent pas dans l'usage courant. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Pour moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous pousse à employer ces pronoms? Un besoin. Comment un besoin? Alors, aujourd'hui, je ne l'écrirai pas ça, par exemple. Ça ne veut pas dire que j'en ai honte, surtout dans celui-là. Celui-là est très. De ce texte-là, il y a quelque chose pour moi de très vrai là-dedans. Des espaces où, entre guillemets, où je. Comment dire? Pareil comme ma psychanalyste. Il y a des espaces, des mouvements d'écriture, des fois où c'est vraiment ma petite fille en moi qui se réveille et qui prend sans doute le dessus, et je me naquire ou je me respire, ou etc. Sans doute. Mais c'était important. Au moment de l'écriture, je ne pouvais sans doute pas l'écrire autrement que comme c'est écrit là. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cet usage des formes pronominales parce que elles élargissent l'emploi du verbe, et je trouve ça magnifique. Moi, il y a des moments où ça fait voir un autre sens complètement. Alors, peut-être pas tout le temps, pas je me respire, et d'un côté, pourquoi pas je me respire. Il y a aussi un exemple, c'est ça m'absente, ouais. Où c'est votre regard qui m'existe. Et je trouve ça très beau. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est parce que vous me regardez que j'existe. Là, ça devient complètement narcissique et non militant.
si je l'entends, enfin, j'avais oublié cette phrase qu'elle existait, mais c'est votre regard qui m'existe. La focale, pour moi, elle reste sur votre regard. Si je dis, c'est parce que vous me regardez que j'existe, j'aurais un petit peu honte de dire un truc pareil. D'accord. Je ne sais pas comment dire, mais c'est que ça change en fait. Et c'est des petites nuances, la langue, c'est des petites. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup cet usage-là. Bien du coup, je vais parler du conflit corps-langage, qui visiblement structure pas mal de preuves. Et donc avant tout, je vais d'abord citer un passage qui m'a semblé emblématique de votre poétique et ainsi que de ses enjeux. Donc c'est un extrait de votre livre On sait l'autre, qui est un peu long. Ce qui nous parvient, malgré les sons onduleux et tranchants qui s'acharnent à bondir dans les pièces voisines, nous, ce qui nous parvient, c'est un chant. Un chant qui vient de loin, se dit-on, et plus profond qu'une phrase où on ne sait pas, on l'admet simplement. On ne veut pas que le savoir soit une recherche systématique, une butée. Alors on ne s'interroge plus, on accueille dans un bien-être infini cette drôle de bouche à la pointe des cœurs qui nous insuffle un peu mieux de bonté. On soupire, on grimace, on se trouve stupide. Penser des choses pareilles nous paraît ridicule. Et fatalement, le chant à l'intérieur cesse, et avec lui, la certitude étrange que cette chose onctueuse nous permettait un corps autrement qu'organique. Voilà, tout est à plat. Il n'y a plus de mystère. Retour à la vie biologique, que la science cerne et plombe. Donc, Edith Azam, la vie secrète du corps que toujours votre travail radical du langage cherche à comprendre, demeure une limite indépassable, impassible aux assauts des mots, ces absents du langage, comme vous les nommez, parce qu'ils sont réduits d'une certaine manière à l'état de concepts totalement désincarnés par la langue, qui finalement oublie qui les tient à distance de l'existence quotidienne d'une certaine façon. Après tout, comme vous le dites dans votre livre On sait l'autre, ce n'est que cela la vie, des organes mis bout à bout qui lancent leurs signaux électriques pour que quelques phrases scintillent. Cet échec de langage à résoudre le mystère du corps, cet autre dont dépend pourtant notre existence propre, semble atteindre son paroxysme dans l'impossibilité du langage à réaliser l'unité du corps et à permettre au sujet d'avoir un corps à soi, de se l'approprier pleinement. Cela, notamment, est visible au travers de ces vers tirés de votre livre Rupture, je cite « La voix, le cri, dans l'agonie de l'os, se brise, rien à faire, le cercle a perdu. Ne pas coaguler, le mercure rend fou. » Donc selon vous, comment le sujet parlant dans vos livres compose-t-il avec le fait qu'ils doivent en fait, poursuivre dans et par le langage ce dont ils l'éloignent, à savoir le corps? Qu'il faille rejoindre le corps par le langage alors que le langage éloigne d'une certaine façon du corps, qui est un peu un paradoxe si en tout cas me semble-t-il est assez présent dans votre œuvre. Alors, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça, c'est un truc que le corps, c'est toujours un mystère. Et je pense que du coup, l'identité aussi. Dans ma tête, je me dis, on est des petits animaux humains. C'est vrai, j'adore mon chat, mon chien, mon fondaine, j'en parle souvent, ils m'apprennent beaucoup. Et je m'interroge beaucoup sur leur langue, leur langage. Et je m'interroge aussi sur le fait, est-ce que la langue, dans quelle mesure la langue, à force de la maîtriser, c'est pas devenu un outil, mais dès qu'on a des choses, des outils en main, que l'homme a eu des outils en main, ça a été pas pour faire que des belles choses. Et on parle de la langue du pouvoir, par exemple, effectivement, plus on manie la langue, plus on peut avoir sa superbe, etc. Enfin, la langue, ça pose un problème aussi de pouvoir. Le corps, ça pose aussi un problème, parce que... Est-ce que vous pensez que le corps est totalement imperméable à la langue? Que la langue peut, d'une certaine par moment, un peu miraculeusement, je ne sais pas,
réussir à saisir un petit peu, à pénétrer un petit peu le mystère du corps. Oui, non, je pense que oui, ça se frôle. Je pense que la voix est un des outils qui fait la voix, c'est le petit lien fragile qu'il peut y avoir entre le corps et la langue. Mais il y a quand même un truc quoi, sur le corps et la langue. Qui c'est qu'on est vraiment? Enfin, c'est pas crétin, mais je suis sans doute que ma représentation, ne serait-ce que la façon dont je suis vêtue, dont je bouge, etc., ça dit des choses, que la façon dont je parle les valide ou les invalide, ou les projets. Et en fait, c'est qui moi? Enfin, quand je m'habille, est-ce que quel monde en soi on représente? Est-ce que c'est celui dans lequel on vit? En fait, c'est plein de questions. Et est-ce que disent de moi le corps et la langue? Que disent qu'est-ce qu'on dit vraiment du monde d'être humain? En fait, c'est ça, c'est quoi être humain? Et j'aurai jamais la question, sauf le jour où je mourrai, mais ça c'est rigolo, j'aurai jamais la question. C'est super pour le sus. Bon, la réponse c'est plus tard aussi, mais en fait, oui, je ne sais pas poser la question. En fait. Ça correspond, tout ça, le corps et la langue, à une vraie question. Je ne sais pas la formuler. C'est sans doute ça aussi déjà problématique. À un moment donné, je refusais le corps. Mais ça ne veut rien dire, refuser le corps, j'en avais un comme tout le monde. Hein. Mais je pensais à la surpuissance où la langue valait plus que d'avoir un corps. Aujourd'hui, je serais plus mitigée, mais parce qu'il y a l'animal, et que je suis un petit animal. Là, ça me permet du coup de... Enfin, ce ne serait pas une question que je poserai un peu plus tard, mais qui, je pense, va un peu, peut-être, vous allez pouvoir développer justement sur... vous entendez par... vous êtes un petit animal, justement. Mais avant, du coup, je tenais à dire que, par moments, vous semblez dire que ce corps, aussi impénétrable soit-il, peut, moi c'était un peu l'hypothèse que j'avançais, se trouver tout d'un coup un peu perméable au langage. Et cette faille, c'est sans doute ce qui vous fait dire, toujours dans C'est l'autre, qu'il faut une vie pour admettre que quelque chose dépasse l'organisme. En résumé, que le corps est plus que la simple somme de ses parties. Et le rythme que vous donnez aux mots fait ressentir cette espèce d'au-delà du corps simplement organique. Et du coup, je me demandais, quel rôle pensez-vous que le corps et son activité remplissent dans la création poétique? Est-ce qu'ils en sont les origines premières ou même exclusives? Ouais, sans doute que le corps est le catalyseur. C'est comme les radiateurs, là, comment ça s'appelle, les vieux radiateurs. Quand j'étais jeune, il y avait un radiateur, ça cumulait de l'énergie la journée, et puis le soir, ça diffusait ou un truc du style. Et je me dis que le corps, c'est tout ce que je découvre du monde, ça passe déjà à travers mes sens. J'imagine que si j'étais borgne, j'aurais une autre vision du monde, une autre approche de mon show. Et le corps, c'est mes antennes. Il n'y a que mon corps pour me dire ma manière de traverser le monde. Après, c'est analysé et c'est rejeté par la... C'est ouvert ou c'est rejeté ou c'est je ne sais pas quoi par la langue. C'est quoi la question? La question, en fait, c'était de savoir si finalement, selon vous, enfin, d'abord de savoir quelle place occupait le corps dans la création poétique. Quand vous écrivez, est-ce que le corps, à ce moment-là, tient une place vraiment importante? Parce que très souvent, quand on écrit, beaucoup d'écrivains ont tendance à dire qu'ils soulignent totalement que le corps semble, l'activité de corps semble totalement cesser. Ah, moi je dis qu'écrire, c'est d'abord du corps. Oui, c'est vraiment, ça part d'abord d'un nœud de tension intérieure qui est coincé dans le corps et puis qu'on est assis, mais on est assis tout le monde, mais c'est de la chair, c'est de la chair d'écrire.
Du corps pleinement en vie, c'est un chant, c'est... Après, quelle place ça prend ou comment ça s'articule, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est du corps. Si c'est avant tout du corps, d'une certaine façon, le poétique trouve, d'après vous, son origine dans le corps, d'une certaine façon. Ouais, il est coincé dans le corps, et après, il faut que ça sorte. Ouais. D'accord. Donc, on arrive maintenant à ma dernière question. Donc, certains passages de votre œuvre semblent dire que peut-être l'expression la plus authentique à laquelle on puisse prétendre se trouve dans le silence du langage, c'est-à-dire dans une forme d'aphasie, et dans le vacarme, sans entrave aucune, d'un corps ramené à son affectivité première. Donc je cite un passage dont c'est l'autre. Le corps n'est pas facile à être, se dit-on. On se dit cela, et c'est sans doute ce qu'il fallait pour que s'effrite l'os qui nous barrait la gorge. On déglutit enfin, et ce que l'on ravale, c'est un cri. Le silence explose. Au fond, comme vous le dites dans Mon c'est l'autre, n'est-ce pas dans le torse, sous la peau, que les choses nous arrivent avec le plus de lumière, que leur intelligibilité est palpable. Donc tous ces éléments m'amènent à me demander s'il n'y aurait pas dans votre œuvre une forme de fascination pour le corps dans sa dimension la plus primitive, la plus animale, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, pour gloser un petit peu, pour un état du corps antérieur à tout langage. Et si tel est le cas, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Je pense qu'il y a ce mythe-là chez moi, en tout cas. Vous employez Carrément le terme de mythe. Ouais, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas trop. En tout cas, je reparle de mon chien, j'ai mis mon chien du fait qu'il ne parle pas, mais que malgré tout, il cherche à me faire comprendre des choses. Moi, je parle, alors des fois, je dis: est-ce que tu pourrais passer le sel, s'il te plaît? Et voilà, le sel qui arrive. Et d'un côté, ça, c'est des situations civilisées, des moments où la langue de la... Comment dire? Cette langue-là n'est pas... Est-ce que c'est de la langue ou non? C'est le code qu'on a mis en place pour se rendre service ou... Et peut-être là mon problème, c'est qu'en fait, comment faire avec cette langue-là et l'autre qui m'intéresse, on va dire poétique, ou celle où j'explore, puisque c'est en fait les mêmes choses, c'est les mêmes mots pour passe-moi le ciel s'il te plaît, ou pour faire un poème. Et peut-être que j'ai des confusions, du coup. Et que je crois, ou je me rapproche à l'illusion que si je retrouvais une forme de part animale, ben je serais mieux connectée, je sais pas, aux étoiles, au vent, à la pluie, à une autre forme de langue finalement, à celle des signes et des petites traces, et que je saurais mieux lire certains palimpsestes connus. Et du coup, vous pensez que la poésie peut vous rapprocher de cette part primitive animale? Oui, je ne me serais jamais dit, mais là, quand tu le dis, je dis oui. Voilà. Merci. Merci à vous. Je reprends la parole une seconde pour jouer un rôle ingrat qui consiste à rappeler qu'il nous reste une grosse dizaine de minutes. Donc, comme j'ai le conducteur de cette rencontre, je sais qu'il faut faire des choix douloureux. Si je peux aider à la décision, il me semble que ce serait intéressant après cette réflexion sur la manière dont l'écriture se branche à une organicité mythiquement brute, de réfléchir au pendant de ça. Vous avez fait beaucoup de remarques sur l'articulation dans la langue de cette corporéité et des remarques qui tournaient autour de la ponctuation. Je ne sais pas, peut-être que ce serait le moment d'en parler. Donc oui, pourquoi pas la ponctuation donc. C'est une fort bonne idée. Donc effectivement, vous avez un usage de la ponctuation qui est très particulier. D'habitude, on utilise la ponctuation pour articuler le sens logique des phrases. Voilà, c'est quelque chose de très pragmatique, c'est
un outil comme vous disiez tout à l'heure. Et ici, vous l'utilisez plutôt pour guider un souffle, pour guider un rythme de diction, un rythme d'écriture. Et j'aurais aimé savoir, vous auriez aimé savoir, comment cet usage de la ponctuation s'est imposé à vous. Est-ce que... Là, c'est super ce que tu viens de dire. Il faudrait que je le note. Que je me sers de la ponctuation pour guider un souffle et que normalement ça sert à quoi? Ça sert plutôt à structurer des significations, des unités de sens, si vous voulez. Ah bon. Enfin, en esprit, je lance le contrôle de... Non, c'est génial, j'y avais jamais pensé. Enfin, je ne le savais pas. En fait, on me parle souvent de mes 2 points. Je ne savais pas que les... Pour moi, les 2 points, ça doit... Je n'ai rien inventé, simplement ça servait à ça. J'ai bien compris, parce qu'on en a parlé, mes 2 points, que mes 2 points n'étaient pas normaux, mais sauf que je ne comprends toujours pas comment on met des 2 points normaux. C'est-à-dire, bon, je vous donne un petit exemple, je ne dis pas que c'est un emploi normal des 2 points, enfin, peu importe. Donc du popcorn dans la tête. Au bout d'une demi-heure de marteau-lapinette, me suis bien ouvert boîte osseuse, peu de temps sort l'aspironfleur, la greffe à mon embrasse à cœur et aspinouche ses poumons, me met sur A, position stop, envisage une crise de démence. Ici, ce qui est frappant, c'est que une crise de démence, ça forme un tout. Vous voyez, il y a le nom et puis il y a le complément du nom. Et le fait de mettre les 2 points juste après le nom et de mettre 2 démences après, ça coupe. Enfin, pour moi, c'est une claque, les 2 points. Exactement, c'est une claque et ça coupe l'unité de sens qui est le tout, la crise de démence. Là, il y a la crise d'un côté et la démence qui arrive. Oui, mais alors, voilà. D'autres choses. Bien sûr, ça pourrait être absolument une crise de ce que vous voulez, une crise de faim, d'asthme, ce que vous voulez. Voilà, vraiment, les 2 points, pour moi, c'est... Ah, mais exactement, c'est ce que je disais, c'est ce qui est après les 2 points, et la bombe qui arrive sur ce qui est avant. Oui, mais j'aurais pas... En fait, j'ai toujours... D'abord, c'est très intéressant, c'est super que ça lit, que ça... Je mets de la ponctuation pour guider un souffle, pas pour guider un sens. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est très vrai, et je pense que je ne maîtrise sans doute pas les bons codes aussi de la ponctuation. Elle a bien que le point, oui, mais jusque, mais pour certaines finesses, en tout cas pour les 2 points, non. C'est vrai, c'est vrai. Après, il faut dire qu'on est aussi conditionné à un usage de la langue et à un usage de la ponctuation. Depuis tout petit, à l'école, on nous enseigne qu'il faut mettre des virgules pour ménager des moments de souffle dans les unités de sens. Voilà, on respire et on continue, subordonné, coordonné, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est... merci. Enfin, non, merci. Je ne sais même pas si j'ai posé de questions. Si, j'ai plus une question. Moi, j'aimerais juste poser une dernière question. Du coup, tout à l'heure, vous nous avez dit que pour vous, la voix, c'est un lien fragile entre le corps et la langue. Et donc, je voudrais aborder un autre thème qui est le silence à l'intérieur de l'œuvre, parce que dans la salle de spectacle du Silo Larynque, vous écrivez les mots. C'est le silence de la chair, le corps, la phrase impossible à trouver. Et même plus loin, vous irez jusqu'à écrire « J'irai crever tous les silences et me perdrai, et je m'efface dans la voix. » Avec bien sûr, du coup, ces petits temps qui sont marqués par des blancs. Et donc je me demandais si, du coup, il y a quand même un corps qui, malgré un peu une impossibilité à s'exprimer, qui doit parler aussi dans une urgence. Et pour moi, j'aimerais savoir ce que vous entendez par le silence, en fait. Si le silence est un espace libre, en fait, pour le corps, ou un lieu où se crée un conflit entre corps et langue, en quelque sorte. Et si le corps serait en quelque sorte plus présent quand la langue, elle se tait, ou est-ce que le langage est toujours est-ce que le corps est toujours lui aussi présent à travers la langue? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que par exemple, quand je lis, même si je lis un livre n'importe lequel, je vais souvent faire et quand je lis en lecture, j'ai l'impression, je n'ai pas de corps. Il y a un endroit où je mettre mon pronominal, je me disparais. La musique de ce qui se passe, et peut-être la tendresse, tout ce que j'ai investi là-dedans, vraiment la musicalité, pas le sens, fait que j'échappe
il y a quelque chose de l'ordre du corps, de sa pesanteur qui m'échappe. Quand je suis seule, le silence, c'est quelque chose qui me va très bien. Sinon, j'ai très peur du silence. J'adorerais ne pas avoir peur du silence. Si on est en groupe et que ça ne parle pas, je peux faire le pitre pendant... poser trop parler, même perdre pied parce que le silence me panique. Et ça ne veut pas dire que je l'aime pas, mais ça me panique parce que dans un coup, on n'est plus qu'entre corps. En fait, j'imagine. Enfin, là, je réponds un peu avant pourquoi, mais... Voilà. Du coup, moi, dans la lecture de vos ouvrages, j'ai vraiment ressenti en fait que la langue, donc le corps, était en fait la langue venait en fait du fond du corps et que c'était un moyen de s'exprimer, mais qu'à chaque silence, c'était comme s'il y avait une disparition totale de ce corps qui se taisait pour juste exister en fait, presque, qui se taisait pour exister et être présent en tant que je suis ici et je vis. Et non qui s'exprime en tant qu'un corps. Je sais pas si je suis claire. Non, sans doute que c'est clair que c'est moi qui comprends pas. Non, je sais pas. En fait, je sais pas si moi je me pose de questions du corps. Autant de la langue, je sais rationnellement que je me la pose. Autant la question du corps, quand je dis, on m'a dit que j'écrivais souvent sur le corps, je pense qu'on ne m'aurait jamais dit. Ça ne m'aurait pas effleuré l'esprit. Non, je crois les gens, mais je crois que c'est dans Simon d'Afin que je n'ai pas de solution au problème du corps. Il y a une phrase comme ça, je n'ai toujours pas de solution au problème du corps, vu que je ne sais pas quel est le vrai problème du corps. Donc on ne verbalise pas le problème, on ne peut pas trouver la solution. Il est bientôt 16 heures, je crois qu'il y a des gens qui doivent aller et venir. Je ne sais pas si vous avez prévu un dernier moment de lecture, comment vous avez prévu de conclure cette rencontre, ou si on s'arrête là, parce qu'il est effectivement l'heure. Si l'heure, c'est l'heure, nous dit-on. Ben, il nous reste à vous remercier encore, Edith. Et donc, je rappelle que nous nous retrouvons prochainement pour Jean-Charles Macera et Noémie Lefebvre, toujours dans le cadre de ce cycle écrivain présent. À bientôt.